Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée à la place de la femme dans nos sociétés africaines. Le dossier du jour s'intéressera aux femmes et à leur engagement politique à Djibouti. Et au sommaire également de cette émission, Jacob Zuma de nouveau dans la tourmente. On lui reproche d'être sous l'influence d'une famille indienne née Gupta, une famille qui aurait son mot à dire dans bon nombre de décisions publiques prises par le chef d'État sud-africain. Et puis nous verrons également que le secteur de la justice va mal au Burkina Faso. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Nos éditorialistes, avec à ma gauche Gratien Roukindikiza. Gratien, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à tous. Et Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, ravi de vous accueillir. Ravi de finir la semaine avec vous Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Déjà au cœur de multiples scandales, notamment de corruption, le président sud-africain Jacob Zuma s'est de nouveau retrouvé dans la tourmente. C'était jeudi face au Parlement. Il est cette fois-ci accusé d'être sous l'influence d'une grande famille d'affaires d'origine indienne, les Gupta. Ces derniers sont soupçonnés d'intervenir dans l'attribution des postes ministériels au sein du gouvernement sud-africain. Des allégations bien évidemment démenties par le chef d'État. C'est un sujet qui nous a été préparé par Deo Gracias. Le président Jacob Zuma dans une nouvelle impasse politique. Au Parlement jeudi 17 mars 2016, il a été accusé par les députés de l'opposition de choisir les membres de son gouvernement en fonction des intérêts des Gupta, une riche famille indienne basée en Afrique du Sud. Le scandale a éclaté mercredi 16 mars des suites de propos tenus par Mcebisi Jonas, le vice-ministre des Finances. Ce dernier a affirmé avoir reçu une proposition des Gupta pour le poste de ministre des Finances en échange de faveurs. Les faits remontent à décembre 2015, au lendemain du limogeage surprise du précédent ministre des Finances. Un départ qui avait provoqué la chute vertigineuse de la devise nationale, le rand. Monsieur le Président, il est on ne peut plus clair que le pouvoir n'est plus à la présidence. Désormais, c'est cette famille qui le détient. Soit les Gupta offrent effectivement des postes ministériels dans ce pays, ou soit c'est le vice-ministre Jonas qui est un menteur. Le président Jacob Zuma refute les accusations de l'opposition et soutient l'indépendance de l'État. Face à l'offensive des députés, il a réaffirmé son autorité, même si ces derniers se sont montrés peu convaincus. Un rebondissement dans une affaire qui avait déjà éclaté en 2011, la présidence avait été contrainte de publier un communiqué démentant ces genres d'accusations d'ingérence de la famille Gupta dans le gouvernement. Si Jonas affirme que son poste lui a été offert par la famille Gupta, je pense qu'il serait plus raisonnable de lui poser des questions ou soit aux membres de cette famille, pas à moi. Je suis responsable de ce gouvernement et j'ai choisi les membres de mon équipe comme l'exige la Constitution. Il n'y a aucun ministre ici qui a été choisi par le Gupta ou par qui que ce soit. Jeudi 17 mars, l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition, a déposé une plainte pour corruption contre la famille Gupta. La gauche radicale de Julius Malema, qui a fait de la lutte contre les Gupta l'un de ses principaux objectifs, a choisi plutôt de boycotter la séance de questions au Parlement, affirmant ne plus reconnaître Jacob Zuma comme chef de l'État. Et Anne-Marie Kofi, docteur en droit, nous a rejoint. Madame Kofi, bienvenue parmi nous. Merci, bonjour à tous. Vous allez donc ouvrir ce débat. Qui sont ces Gupta et pourquoi le chef d'État sud-africain se laisserait-il influencer par cette grande famille? À ma connaissance, les Gupta sont une famille qui sont venus de l'Inde depuis 1993. C'est une famille qui est très riche, qui dispose de nombreux biens en Afrique du Sud. Et c'est une famille qui est très puissante. Et donc, comme on vient de voir dans le décryptage, le président sud-africain est accusé d'entretenir, d'être proche de cette famille-là, bénéficier de ses largesses au risque même de l'influencer. Et donc, je pense que cette famille est à la base du remplacement du ministre
Parce qu'en une semaine, il y a eu 2 ministres des Finances en Afrique du Sud. Et je pense que c'est l'influence de cette famille sur le président sud-africain qui a abouti au changement de ce ministre-là. Donc, en lieu et place du ministre que lui-même il avait choisi, la puissance de cette famille l'a amené à infléchir sa décision en l'amenant à remplacer le ministre que lui-même qu'il avait choisi. Du coup, c'est le ministre choisi par cette famille-là qui est l'actuel ministre de l'économie de l'Afrique du Sud. Gracia, on a là une affaire délicate. Qui croire pour le savoir? Il faut des preuves. Y en a-t-il suffisamment pour penser qu'il y a bien ingérence de la famille Gupta dans les décisions publiques? J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui revendique, qui dit qu'on lui a proposé ce poste, c'est-à-dire qu'il y a déjà une sorte de preuve, mais en réalité, on sait bien ce qui se passe en Afrique du Sud. On voit bien que Zuma, il est vraiment proche des milliers d'affaires, ou je dirais même proche de l'argent quand on voit les cas que ce soit de détournement des fonds, par exemple, pour construire sa villa. Et aussi, on sait bien les relations. Son fils qui dirige le Sahara Computers, une société de cet empire. Et on dit que la troisième épouse de Zuma est aussi employée de la société. Donc, on voit bien qu'il y a un problème en Afrique du Sud, un problème Zuma. Et je pense sincèrement, on attendait de l'Afrique du Sud une grande démocratie, un pays avec une bonne gouvernance. Et nous, les Africains, on commence vraiment à être très déçus. Espérons qu'on termine l'ère Zuma. Jean-Marie, une accusation de plus pour Jacob Zuma, on va parvenir sur tous ces dossiers. Mais cela commence un peu à faire beaucoup. Est-ce que l'ANC devrait réagir plus fermement? Vous savez, le président Zuma est là tout simplement parce que vous avez l'ANC qui est derrière. Et dès l'instant que vous avez l'ANC qui va commencer à se déchirer par rapport aux frasques que peut commettre le président Zuma, bon, moi, sur ce point-là, je ne suis pas tellement choqué par rapport à ça. Tout simplement pourquoi? Parce que autant j'ai été choqué du fait qu'on ait pris de l'argent public pour aller refaire sa villa de manière, si vous voulez, privative. Vous privatisez, si vous voulez, les biens publics. Par contre, ici, là, ça ne m'étonne pas tout simplement. Pourquoi? Parce que vous savez, tous les présidents, ils ont, si vous voulez, des relations obscures, si vous voulez, sur lesquelles ils fonctionnent. Donc, à partir de là, vous savez, la politique et l'argent, ça fait toujours bon ménage. Donc, à partir de là, moi, je ne suis pas spécifiquement, si vous voulez, étonné du fait qu'on ait remplacé un ministre. C'est dans ses prérogatives constitutionnelles. Donc, à partir de là, j'étonnerais peut-être les autres en leur disant que moi, ça ne m'étonne pas parce que vous avez toujours des antichambres derrière, si vous voulez, les présidents, des ministres, tout ce que vous voulez. Donc, à la limite, je ne suis pas choqué par ça. Gracia? Moi, je suis vraiment très choqué, surtout qu'on a remplacé un ministre des Finances très compétent. Mais ne pas être choqué, ça ne veut pas dire qu'on cautionne. Oui, moi-même, oui. Oui, mais on a remplacé un ministre très compétent par un autre qui, on peut dire, avec des compétences moyennes, alors que vraiment, c'est une influence d'une société juste pour faire des affaires, juste parce qu'il y a les intérêts de Zuma. Madame Kofi, très rapidement. Très rapidement, je ne comprends pas ce qui se passe au sein de l'ANC, parce que ce pourquoi Thabo Mbeki avait été est parti du pouvoir, je pense que les raisons sont minimes par rapport à ce que le président Zuma fait actuellement. Donc, si on fait partie quelqu'un qui n'a pas commis, je veux dire, je ne comprends pas ce qui se passe, parce que si M. Zuma est là, et qu'il fait des choses qui n'honorent pas le pays, on n'a qu'à lui dire de partir. Je me rends compte qu'il y a une motion de censure, c'est-à-dire l'Assemblée nationale a été amenée à voter une motion de censure, c'est-à-dire c'est un vote de l'Assemblée nationale qui peut entraîner la démission du gouvernement, mais ça n'a pas passé. On se demande pourquoi. Qu'est-ce qui se passe véritablement en Afrique du Sud? Oui, mais ça va passer tout simplement pourquoi nous sommes dans un régime où on fait jouer le droit. On fait jouer le droit, donc on ne peut pas faire partir un président de la République sur des présomptions et sur, si vous voulez, du fait qu'il ait choqué la morale publique d'un État. Moi, s'il y a une faute qui est avérée constitutionnellement parlant, en ce moment-là, je serais d'accord qu'on puisse destituer Zuma. On ne peut pas le faire partir, si vous voulez, par la rue, tout simplement. Pourquoi? Parce que la Constitution est là. Il a été constitutionnellement élu en tant que tel. Donc, dès l'instant qu'il n'a pas commis, si vous voulez, une faute qui serait éventuellement, comment dirais-je, une atteinte grave à la sécurité de l'État, je ne vois pas de raison. Alors, et le Parlement est là pour ça. Gracia, mais alors très vite, là, quelques secondes, on va passer à la suite. Oui, très vite. Je pense que le problème, ce n'est pas que ce soit constitutionnel ou pas. Bon, c'est déjà constitutionnel qu'il soit démis par le Parlement. C'est parce qu'il n'a pas été lâché par l'ANC, tout simplement. Le jour où il sera lâché par l'ANC, il va tomber.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu 2 mentions de censure, parce que je pense que les opposants de Jacob Zuma espèrent peut-être que l'ANC lâche le président. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et on va parler du Burkina Faso, où le secteur de la justice traverse des moments un peu difficiles entre les multiples préoccupations des travailleurs du milieu et les attentes des justiciables. L'équation s'avère particulièrement difficile à résoudre. C'est un reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Jean-Paul Ouedraogo. Face à une image de plus en plus écornée, la justice burkinabé a aujourd'hui du mal à convaincre les populations. Partout sur le territoire, l'on a assisté à l'avènement récent de groupes d'autodéfense et à des actes de justice populaire comme pour expliquer ce fait. Malgré les efforts de l'État en vue de juguler le phénomène, une autre réalité demeure. C'est notamment celle liée aux nombreuses préoccupations des travailleurs du milieu. Il faut dire que les professions ou les personnels judiciaires sont délaissés en ce qui concerne effectivement leurs conditions de travail. Des juridictions ont été construites, nous en avons dans 26 TGI, 2 cours d'appel et de hautes cours, mais l'indigence matérielle de ces juridictions laisse à désirer. Que ce soit au niveau du matériel didactique pour travailler, les ordinateurs, je dirais même le budget de fonctionnement pour que les magistrats puissent aller sur le terrain faire des enquêtes. En matière de véhicules, il y a un manque criard qu'il faut combler. Pour de nombreux Burkinabés, le retour de la justice populaire est en partie dû à la démission de l'appareil judiciaire. Les attentes des populations en la matière sont de plus en plus fortes. En 2015, le budget alloué au secteur représentait 0,96% du budget national et la réduction d'1 milliard de ce budget en 2016 par l'adoption de la loi de finances rend difficile la résolution de cette équation que constitue la restauration d'une justice de qualité. Chacun de nous aspire à avoir des conditions de travail optimales pour pouvoir se donner au maximum, voilà, dans le cadre de ce service public qu'est la justice. Moi, je puis vous dire, aujourd'hui, après l'insurrection dont la justice a été acteur, tout le monde a été acteur dans ce pays-là. Après cette insurrection, les gens ont conscience, voilà, du besoin de justice. Mais seulement, nous, on a l'impression qu'on ne laisse pas le temps à la justice de pouvoir fonctionner normalement. Du reste, les parquets sont ouverts. Les populations sont invitées à exercer les voies de recours légales. C'est seulement en cela que le justiciable burkinabé trouvera son bonheur. Jean-Marie, on assiste à un retour manifestement de la justice populaire. C'est bien la traduction que la justice traditionnelle a failli à son rôle. La justice, vous savez, Amiral, la justice en Afrique, c'est pratiquement l'enfant pauvre, si vous voulez, dans tous nos gouvernements. C'est-à-dire, quand vous avez un ministère, ce sont des ministères dans lesquels on va affecter, c'est-à-dire le budget d'État qui est affecté à la justice est négligeable. Et la plupart du temps, vous avez les professionnels qui sont dépourvus de moyens professionnels pour pouvoir travailler. Là, dans le reportage, on nous parle d'ordinateur. Comment voulez-vous aujourd'hui que une justice puisse travailler si vous êtes incapable de pouvoir stocker, créer une base de données des dossiers que vous traitez? Donc il faudrait, une fois pour toutes, que l'Afrique se rende compte d'une chose, c'est que la justice, quand elle fonctionne chez nous, elle fonctionne avec les plus faibles. Généralement, les plus forts, si vous voulez, sont au-delà. Et ce sont des gens qui ont toujours des besoins, si vous voulez, de pouvoir voir la justice qui leur soit rendue de manière correcte. Malheureusement, la justice reste l'enfant pauvre en Afrique et c'est dommage pour la population. Et dans un État démocratique, quand vous n'avez pas une bonne justice, c'est-à-dire la démocratie a du mal à fonctionner de manière optimale et efficiente. Madame Kofi, est-ce qu'on peut dire que le secteur de la justice va mal au Burkina Faso? Non seulement la justice va mal au Burkina Faso, mais c'est un phénomène qui est général en Afrique. La conséquence de ce qu'on vient de voir, c'est que la justice africaine en général est très corrompue. Les gens travaillent dans des conditions très difficiles et donc pour pouvoir, ils bossent beaucoup, ils font de longues études pour parvenir à ce niveau-là et quand ils ne sont pas bien payés, ils sont obligés, pour compléter leur salaire, ils sont obligés d'exiger de l'argent aux justiciables qui viennent se présenter à eux. C'est malheureux d'en arriver là, mais c'est un phénomène qui est général en Afrique. Surtout, je prends un exemple, en Côte d'Ivoire, quand vous arrivez à la justice, il y a plein de Libanais, il y a plein de ce qu'on appelle les Magouyas, c'est-à-dire ce sont des Nigériens qui sont là, qui prêtent de l'argent
qui prêtent de l'argent, qui financent. Je ne sais pas comment ça se passe, mais ce sont des magouillas qui sont au sein de la justice ivoirienne. Et donc, je pense qu'il appartient au gouvernement, si on se réclame d'être des États souverains, il faut aussi développer le monde de la justice qui travaille dans des conditions très, très, très difficiles. Gratien, mais est-ce qu'on peut dire également que les Burkinabés sont peut-être un peu sévères? On connaît la situation du Burkina Faso, un pays qui sort d'une période de transition. On a un président qui vient tout juste d'être élu, j'ai envie de dire, il faudrait peut-être laisser le temps au temps. Laisser le temps, alors que les Burkinabés, pour eux, ils ont fait une révolution, ils ont gagné la bataille, ils n'ont pas gagné la guerre. Ils continuent pour gagner la guerre. Ils estiment qu'ils doivent avoir leur dû. Leur dû, l'État doit organiser la justice comme la santé. Eux, ils demandent à ce que la justice soit bien organisée, fonctionne correctement. Pour eux, ils n'ont pas le temps parce qu'ils ont chassé Blaise Compaoré, ils ont chassé Idi Ndéré. Donc, pour eux, ça doit marcher normalement. Donc, il y a ce problème à l'État de voir comment est-ce qu'on peut, il y a dans plusieurs pays, on peut mettre en place des mécanismes pour alléger le travail de la justice, notamment les petits délits ou autre chose, entre les villageois ou entre les gens dans les quartiers pour essayer de désengorger la justice, mais au moins que la justice marche parce que c'est différent. Les Burkinabés sont bien différents des autres peuples africains. Ils ont fait une insurrection, ils ont gagné et donc ils doivent gagner aussi la bataille. Ils ont gagné la bataille, ils doivent gagner aussi la guerre. Donc l'État doit renvoyer l'ascenseur. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On met tout de suite.